Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Femmes puissantes d'Afrique, notre dossier du jour sera consacré à Claudine Mounari Mabonzo, politicienne dans l'âme et ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2016 en République du Congo. Au sommaire également, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs célèbre ce jeudi ses 14 ans d'existence, l'occasion de faire le bilan de l'institution panafricaine. Si pour beaucoup, il a permis l'implémentation du concept de la bonne gouvernance dans les 35 pays membres, l'institution fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques. Et puis, tractation politique au sein de l'opposition gabonaise. Guy Nzouba Damar et Léopold Ngoulakia sont désormais membres de l'ANG au Gabon. Le président de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, Akouré Davin Séraphin, l'officialisera ce 11 mars à Libreville. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Chris Brochek, qui est directrice de Congo Web Agency. Bonsoir. Et bienvenue également à notre éditorialiste Alfred Chango. Merci Diara, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis mes très chères téléspectatrices aussi. Tout de suite, l'info du jour. Créé en 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs célèbre ce jeudi ses 14 ans d'existence. Pour de nombreux observateurs, le MAP a permis de mettre en exergue les efforts mis en place autour de la bonne gouvernance dans les 35 pays membres. L'institution fait néanmoins l'objet de nombreuses critiques, comme nous l'explique Siamlo Victoria Sedji. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs totalise ce jeudi 9 mars 14 ans d'existence. Le MAEPA est un instrument établi d'un commun accord auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser l'adoption de mesures, normes et pratiques conduisant à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable et à l'accélération du processus d'intégration économique régionale. L'institution panafricaine fait aujourd'hui face à un grand défi, généraliser l'exercice de l'auto-évaluation de la gouvernance à tout le continent. Un exercice difficile vu le niveau de démocratisation inégale dans les différents États membres. L'objectif du MAEP n'est pas de punir un État. Cela ne fait pas partie de nos prérogatives. Mais si un État met en place des mécanismes capables de promouvoir la bonne gouvernance, il est de notre responsabilité de l'encourager. À son actif, le MAEP a enregistré de nombreuses réussites aussi bien au niveau continental, régional que national. Mais les perspectives de l'organisation dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine sont encore grandes. Il y a des pays qui font office de bons élèves dans le cadre de la bonne gouvernance. Ce sont ces modèles-là que nous essayons de promouvoir. Le Kenya, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ces pays ont des pratiques qu'il faut promouvoir, d'autres qu'il faut décourager. Il faut donc faire la part des choses. Jusqu'en décembre 2016, 35 pays avaient volontairement adhéré au MAEP, tandis que 17 autres faisaient l'objet d'un examen par leurs pairs. Finalement, Alfred, après 14 ans d'existence, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement du rôle de ce MAEP ? Très honnêtement, Diara, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si vraiment le MAP avait fait quelque chose de transcendant en Afrique, ça se serait su et vu de tout le monde. Déjà, même dans les 35 pays qui ont choisi d'utiliser ce mécanisme, les populations ne savent pas ce que c'est. On n'a pas encore cerné sa mission. Non. C'est peut-être au niveau des États, ça. On juge la bonne gouvernance un peu des pays. Exactement, mais on ne voit pas ce mécanisme opérer dans la plupart de ces 35 pays. Pourquoi ? Parce que l'idée au départ, lorsque ce mécanisme est mis en place en 2002 dans l'Afrique du Sud, c'est de dire il faut qu'on aille vers plus de démocratisation, de maîtrise du gouvernement des hommes et des choses en Afrique, par rapport à tous les indicateurs de développement, par exemple, voir ce que les États ont fait et puis tous les ans
essayer de voir ce qui s'est passé réellement, ce qui ne s'est pas passé pour corriger ces erreurs-là. Et de façon volontaire, faut le rappeler. Et voilà, l'un des péchés, l'une des tares justement de ce mécanisme, c'est ce principe de volontariat pour s'engager dans ce dispositif-là. Il faudrait forcer les États, d'après vous, non, si on à veut adhérer vraiment, finalement à ce MAEP? Même pas forcer. Si l'Union africaine veut que ce soit un mécanisme efficace de son action vis-à-vis vers la démocratisation de l'Afrique, vers les bonnes pratiques démocratiques en Afrique, économiques, sociales, etc., il faut qu'il y ait doté ce mécanisme d'un certain pouvoir. Sans le pouvoir, les présidents en place n'ont aucune raison justement de se faire juger, évaluer par les autres. Et d'ailleurs, ça reste, j'allais dire, strictement au niveau des chefs d'État. Et donc, c'est un peu, j'allais dire, le serpent qui se mord la queue. On se retrouve entre nous et puis on se dit, ben voilà, ce que j'ai fait dans mon pays. Enfin, les autres membres, les autres présidents, ils n'ont pas véritablement toutes les données en main, donc ils ne peuvent pas juger véritablement. Et ils n'ont même pas le courage de se juger entre pairs. Donc, pour moi, c'est un mécanisme pour rien. N'est-ce pas aussi une question de manque de volonté politique, puisque finalement, ce sont les pays qui vont se juger, mais ceux qui ont adhéré il y a 12 ans n'ont pas forcément procédé à leur évaluation. On a par exemple la Côte d'Ivoire qui vient d'adhérer en 2015 et qui, elle, a déjà procédé à son évaluation, et certains pays qui sont là depuis le début. Le Rwanda, à l'époque, avait fait, Paul Kagame l'a fait, je crois, dans la foulée 2 ou 3 fois, hein, très volontairement. Des pays qui le font à plusieurs reprises. Oui, il avait accepté, mais vraiment, que ses pairs viennent au Rwanda, et puis voilà. Simplement, en même temps qu'on fait ça, on peut se donner bonne conscience, hein, en se disant, ben voilà, nous sommes passés par ce mécanisme-là, mais entre-temps, on modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et donc, dans les bonnes pratiques de bonne gestion démocratique, de bon gouvernement, ça fait tâche, par exemple. Et quand il y a des recommandations qui sont mises en place, est-ce qu'elles sont réellement appliquées sur le terrain? Une recommandation reste une recommandation parce qu'elle n'a pas force contraignante. Donc, ce n'est qu'une indication. Les États sont libres de les appliquer ou non à ces recommandations. Et la plupart n'en tiennent pas compte parce qu'il y a les impératifs internes, les exigences de réalisme politique qui font que très rarement les États en tiennent compte. Sinon, si on prend simplement l'indicateur corruption, ben, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de la corruption, par exemple au Nigeria. Mais il y a des mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui. On voit au Nigeria où des responsables politiques sont arrêtés parce que la corruption a continué. Aujourd'hui au Sénégal, avec le maire de Dakar, on ne sait pas s'il a détourné 2 millions 2 milliards d'euros. de francs CFA. Voilà, 2 millions d'euros pratiquement. Mais enfin, on l'accuse de cela. Je veux dire que ces dispositifs-là, c'est pour se donner bonne conscience, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, utilité remise en cause, finalement, après toutes ces années d'existence? Pour moi, tant qu'il n'y a pas de rigueur interne, tant qu'il n'y a pas de surveillance interne par la société civile, s'il n'y a pas de mécanismes internes propres aux États, qui est force de loi, justement, comme les conseils économiques, mais qui n'ont pas non plus en Afrique le pouvoir d'agir, c'est vraiment des dispositifs, des mécanismes qui ne servent strictement à rien. Est-ce qu'on aurait une piste éventuellement pour revitaliser ce type d'instrument? Parce que finalement, ça peut être utile de juger la bonne gouvernance de nos États africains. En réalité, c'est infantilisant d'aller jusqu'à ces types de mécanismes. Ça voudrait dire quoi, en réalité? Ça voudrait dire que les États doivent simplement appliquer les règles qu'ils se donnent, c'est-à-dire la Constitution. Donc normalement, il n'y a pas besoin d'avoir ce type de si on respecte la Constitution, qui est la loi de la loi, hein, la loi des lois dans tous les États. Mais s'ils ne respectent pas cette Constitution, il faudrait sévir alors finalement. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui justement, parce que ce mécanisme ne change strictement rien à la pratique quotidienne du pouvoir en place en Afrique. On va à présent parler du Gabon, où de nouveaux militants ont adhéré au sein de l'ANG. Le président de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, le docteur Davin Akouré, a annoncé lundi à Libreville que d'éminentes personnalités, dont Guy Nzuma Daba, ancien président de l'Assemblée nationale, Léon-Paul Ngoulakia, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, ou encore Alfred Guilla Banda et bien d'autres personnalités ont adhéré à son parti. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Toujours parler d'union.
En prélude à la tenue le 11 mars 2017 d'un congrès extraordinaire du parti politique de l'opposition dénommé l'Alliance pour le Nouveau Gabon (ANC) du Dr Akouré Davin, deux anciens candidats à l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, à savoir Guy Nzoupan-Dama, ancien président de l'Assemblée nationale, et Léon-Paul Ngoulakia, frère de l'actuel chef de l'État, ont décidé d'intégrer la formation politique du Dr Davin Akouré. L'annonce a été faite par le président Akouré Davin en personne à la faveur d'une conférence de presse à Libreville. C'est avec plaisir que nous avons reçu non seulement le président Zouba, mais tous les autres. Il y a le président Léon-Paul Ngoulakia, qui est président de Patriotes et Républicains, qui va nous rejoindre. Il y a le 2RS d'Alfred Ndiabanda, qui va nous rejoindre. Donc vous comprenez qu'il y a là des personnalités qui ont des groupes politiques, mais qui pensent qu'ensemble, nous pouvons fusionner dans un groupe qui est déjà reconnu. Les nouveaux poids lourds de l'opposition arrivés au sein de l'ANG feront leur adhésion officiellement lors du congrès qui se tiendra ce samedi 11 mars 2017. Objectif, permettre une mutation des intelligences au sein d'une structure plus large, car ce parti politique de l'opposition est longtemps resté cloisonné dans une seule province, celle de son président fondateur. La politique est circonstancielle. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Elle est dynamique, ce ne sera pas vrai demain. Je pense que c'est avec beaucoup de respect et de plaisir que nous devons accueillir nos anciens qui vont nous guider. Au sortir de l'échange avec la presse, le président de cette formation politique n'a pas manqué d'évoquer une probable participation de son parti aux futures élections législatives, tout en réitérant la non-participation du parti au dialogue national. L'ANG a été créée il y a plus de 10 ans. Il compte une dizaine d'élus locaux, mais aucun député ni sénateur. Alfred, est-ce que finalement cette alliance va insuffler un nouveau souffle à l'opposition gabonaise, d'après vous? Il faut espérer qu'il y ait une nouvelle dynamique, Diarra. Ce qu'on voit depuis l'élection de l'année dernière et puis l'enlisement, l'impasse où l'on se trouve, et que finalement Ali Bongo Ondimba est au pouvoir. Malgré tout, et que Jean Ping et son parti, enfin la coalition qui était autour de lui s'enlise. Il faut effectivement sortir de ce face-à-face-là, de cette impasse, pour essayer de donner une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation à l'opposition et puis à la vie politique gabonaise. Donc ce serait une stratégie finalement en vue de ces élections législatives qui Mais pas approchent? seulement en vue des élections législatives. Évidemment, quand on est un parti politique, ce qu'on vise justement, c'est ces espaces de pouvoir à conquérir, que ce soit au niveau des municipalités, au niveau législatif, et pour être présent un peu sur tous les terrains. Mais au bout du compte, c'est la présidentielle qui est déterminante. Après tout. Et donc, il y a des élections... La présidentielle, c'est encore dans 5 ans. Exactement. Donc, mais qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, c'est aujourd'hui qui prépare demain. Et je pense que cette recomposition de l'opposition est nécessaire pour faire que des nouvelles dynamiques sociales et politiques se mettent en place. Et que peut-être ça va permettre justement de réduire l'impact ou l'influence du Parti démocratique gabonais, qui est au pouvoir depuis longtemps, et puis de sortir justement de ces stériles face-à-face aujourd'hui, puisque finalement, je vais dire que Jean Ping est dans l'impasse avec tout son mouvement. Mais justement, quand on voit que plusieurs ténors, les poids lourds de l'opposition, finalement le lâchent, est-ce que son avenir, lui, est en train de finalement s'assombrir? Bon, pas s'assombrir comme tel, ça voudrait dire qu'il y a le principe de réalité qui joue. Ali Bongo Ondimba a convoqué un dialogue. Un certain nombre des ténors de la vie politique, un certain nombre des partis politiques ont accepté d'y participer sans lui faire allégeance. Parce qu'ils se disent, mais il faut qu'on sorte quand même de ces statu quo, il faut qu'on sorte de cette stagnation. Et je pense effectivement que c'est au sortir de ce dialogue, parce que
il a été assez habile de soumettre à tout le monde les propositions, des points à discuter. Est-ce qu'il morcelle l'opposition pour justement encore tirer profit de cette situation? Je ne sais pas s'il va en tirer profit, Diarra, mais naturellement, c'est bien joué de sa part, puisqu'au fond, il montre, mais voilà. Et en même temps, il affirme son autorité comme président, qu'on le veuille ou non. Voilà, on l'a contesté, mais voilà, si on accepte d'aller à ce dialogue, c'est que c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui a l'initiative. Par conséquent, je crois que Jean Ping a intérêt justement à revoir sa stratégie pour pouvoir s'adapter à la nouvelle donne politique qui se met en place. Et puis, se dire qu'il n'y a pas de raison de figer la situation alors que le monde bouge, les choses changent et que donc il faut prendre cet élan. On va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.